Notre invité Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Rencontre LFI Michel Barnier cet après-midi. Ce matin, Michel Barnier reçoit Marine Le Pen dans quelques minutes. Ce matin, sur Sud Radio, est-ce que vous appelez le RN à voter la censure en cas de 49.3, censure sur les questions budgétaires? On appelle tous les députés qui sont en désaccord avec le gouvernement Barnier et avec le budget qu'il est en train de préparer à effectivement le censurer sur nos bases, c'est-à-dire celle du NFP que nous déposerons à plusieurs reprises d'ici la fin de l'année, mais plus encore lorsque le projet de loi de finances va revenir à l'Assemblée. Je peux vous dire la date, il revient le 18 décembre, 49.3 probable parce qu'il n'y a pas de majorité, et donc motion de censure possible le 20 décembre. Le 20 décembre, motion de censure. Là, vous demandez au RN de la voter, à tous les députés de la voter. Vous voulez faire tomber le gouvernement, pourquoi ? Parce que tout ça, alors déjà parce qu'il est totalement illégitime, ça peut pas tenir même un an comme ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est que on a eu pendant plusieurs semaines à l'Assemblée un gouvernement qui s'exprime devant, en gros, 20-25 députés de ce qui est censé être le socle commun, ce qui serait censé être la coalition la plus importante allant des Républicains aux macronistes. C'est tellement pas important, c'est tellement une armée en déroute qu'il y avait 20-25 personnes et en plus opposées entre eux. Donc ça peut pas tenir. Manque de légitimité. Et puis le budget n'est pas bon. C'est un budget qui ne règle rien. Il augmente les déficits, il réduit l'activité économique avec un effet récessif sur l'activité et en plus, il n'assure même pas les investissements nécessaires, par exemple pour la bifurcation écologique. Donc ce budget est mauvais. D'ailleurs, on voit actuellement les résultats économiques, il faut en changer. Bon, il faut en changer, donc vous faites tomber Michel Barnier, votre volonté, qui sera remplacé, évidemment, peut-être par Michel Barnier, peut-être par un Premier ministre technique, peut-être par quelqu'un de gauche, je ne sais pas, Éric Coquerel, mais qui n'aura toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale. On peut peut-être déjà penser que tout d'un coup, Emmanuel Macron va avoir une lueur de lucidité et revenir à des préceptes démocratiques, de donner à la coalition la plus importante, qui a fait quand même une démonstration. Mais sans majorité. Attendez. Oui. Elle a fait une démonstration. On avait dit à l'ouverture de cette discussion budgétaire, on va rendre le budget NFP compatible. C'est moi qui avais donné cette expression. Nous l'avons réalisé, c'est-à-dire que nous avons montré qu'il y avait des majorités pour des amendements qui permettaient d'aller chercher, entendez bien, 58 milliards de recettes supplémentaires pris uniquement sur les ultra-riches, les grandes entreprises, tellement elles ont été abreuvées d'argent par M. Macron depuis 2017. Et ces 58 milliards ont eu deux effets. Un, et ça c'est le gouvernement qui le dit dans son texte, dans son article dit d'équilibre, vous savez, qui résume un budget. On a fait descendre, figurez-vous, les déficits en dessous de 3%. Vous m'entendez bien? Les déficits qui étaient prévus à 5 descendaient en dessous de 3, et ça ouvre même des marges financières pour la transition écologique. Donc on a fait cette démonstration. Que M. Macron maintenant nous donne la main. On verra bien ce que nous arriverons à faire. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre solution démocratique vu la situation d'impasse dans laquelle il s'est mis. Alors si le gouvernement, c'est une solution que nous proposons. Si le gouvernement est renversé, crise politique, avant de parler d'éventuelle... Elle est là, la crise politique. Elle est là, la crise politique. Voilà. Bon, la crise politique. Enfin, vous l'encouragez en quelque sorte, la crise politique. On s'oppose, vous encouragez le chaos. Vous encouragez aussi... le chaos, il est là. Le chaos est là. Le chaos est là. Donc vous encouragez le président de la République à démissionner, évidemment, puisque vous le demandez. Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a deux solutions. Soit enfin, le gouvernement Barnier tombe, d'accord. Il nomme un nouveau gouvernement. Là, et nous souhaitons un gouvernement nouveau Front Populaire. Nous, LFI, nous disons, c'est toujours Lucie Castel. Mais sans majorité. Qui nous semble être qui nous semble être la meilleure Premier ministre possible dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui se passe? On est le 21 décembre. Le gouvernement, il a jusqu'à la fin de l'année pour faire voter une partie recette du une partie avant le 30. Moi, ce que je redépose à l'Assemblée, et on tente, et on essaye d'avoir un budget, et on verra bien la partie dépenses après au mois de janvier. Donc vous voyez que c'est une solution politique, rationnelle, qui permettra à la France à nouveau d'investir dans la bifurcation écologique, dans l'éducation, dans la santé, tout en réduisant les déficits. C'est nettement meilleur que la politique que propose M. Barnier aujourd'hui. Bon, mais vous proposez, vous demandez, quoi qu'il arrive, parce que parallèlement, vous demandez la démission d'Emmanuel Macron. Ce que nous disons, c'est que s'il ne fait pas ça, dans ces cas-là, il va bien falloir qu'à un moment donné,
donné, mais vous l'avez engagé, vous avez engagé le processus. Mais nous avons engagé le processus, c'est lui qui a engagé le processus. Non. À partir du moment où il fait la dissolution de l'Assemblée, qu'il ne respecte pas le choix des électeurs, donc il doit partir. Celui qui à un moment donné bloque la situation, et même de la part de ses troupes aujourd'hui, enfin de ses anciennes troupes à l'Assemblée, je vous assure que sa responsabilité mise sur la table. Mais s'il n'accepte pas de nous laisser gouverner, je pense que la meilleure solution, c'est de retourner vers le peuple. Et là, vous conviendrez avec moi que ça ne peut pas être l'Assemblée, ça ne peut pas être la dissolution qui ne sera pas avant juillet. Donc c'est le président de la République. Qui s'en va avec une présidentielle anticipée et avec Jean-Luc Mélenchon comme candidat. Il rêve de cela depuis sa défaite qu'il n'a jamais digérée. Ça me paraît être la meilleure solution. Ça me paraît être la meilleure des solutions. Bon, c'est sa volonté. Il y a des gens qui n'ont pas digéré leur défaite, qui ont fait des présidents. Mitterrand, Chirac, ça a marché. Donald Trump aussi qui n'a pas digéré sa défaite et qui l'a contesté. Mais la différence, c'est que Donald Trump, il a fait une espèce de coup d'État et que Donald Trump est d'extrême droite. Donc vous me permettrez de ne pas accepter les comparaisons avec Jean-Luc Mélenchon. Bien, Éric Coquerel. Le PS, lui, va proposer à tous les groupes du Sénat et de l'Assemblée nationale, hors RN, de discuter des conditions d'une non-censure. Est-ce que le NFP est mort ? Est-ce que là, le PS est en train de rompre les liens avec vous? Écoutez, il faut attendre. J'ai entendu, j'ai pas très bien compris ce qu'a dit Boris Vallot. Donc je le verrai. Non, parce qu'il m'a bien compris. On n'a pas compris si c'était avant la motion de censure, après la motion de censure. Moi, très clairement, si la solution, c'est de dire, nous avons une majorité à l'Assemblée pour des amendements, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nous les proposons. Nous formons un gouvernement NFP et on va voir la réaction des autres groupes. Pourquoi pas? Mais si la réaction, c'est d'essayer d'aller quémander auprès de groupes qui n'ont aucun rapport avec nous. Par exemple, jeudi, on présente l'abrogation de la réforme des retraites dans notre niche. Nous allons voter pour l'abrogation de la réforme des retraites. On sait très bien que du côté macroniste et de la droite, ils ne vont pas la voter. Nous présentons un budget qui entend taxer les super riches et les grandes entreprises pour faire profiter à tous de ces recettes trouvées. À l'inverse, ceux-là même ne veulent surtout pas toucher à ces avantages des privilèges. Vous voyez bien qu'on ne peut pas imaginer qu'ensemble on va faire une espèce de coalition, ça n'existe pas. La réforme des retraites, Éric Coquerel, parlons-en. Le PS, selon vous, votera-t-il? Oui, il votera. Oui, bien sûr. Et il votera même l'abrogation de la réforme Touraine. Oui, bien sûr. Vous savez, à l'Assemblée nationale, au passage. Il le votera. Il votera à la fin le texte et on verra bien si cet article reste dans le texte, s'il y a la supprimé ou pas. Mais il votera le texte à la fin comme il l'a fait en commission. Vous voulez que cet article soit supprimé, vous? Oui, parce qu'on pense que la réforme Touraine, en réalité, c'est une manière de prolonger c'est 43 ans de cotisation. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le PS votera. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des déclarations, je vous ai dit Boris Vallot, moi, qui m'ont un peu perturbé, mais bon, on demandera explication. Mais pour l'instant, à l'Assemblée, ça tient. C'est ça le principal. Pour l'instant, à l'Assemblée, on vote la même chose. Pour l'instant, à l'Assemblée, nous allons voter l'abrogation de la niche. Pour l'instant, à l'Assemblée, nous allons voter tous ensemble la motion de censure socialiste, écologiste, communiste et insoumis. Et donc, pour l'heure, c'est ça qui m'inspire. Et il faut peut-être réfléchir ensemble au scénario d'après. Moi, je vous dis, le meilleur scénario possible, c'est qu'on ait de l'allant. Que le NFP n'essaye pas d'envisager je ne sais quelle solution pour sauver le système, M. Macron, et dise nous voulons un gouvernement NFP. Et s'il n'y a pas de gouvernement NFP, c'est M. Macron qui sera en question. Bien. Éric Coquerel, est-ce que vous demandez la libération immédiate de Boualem Sansal? De qui, excusez-moi? De Boualem Sansal. J'avoue mon idée. Ah ben bien sûr. Écrivain. Moi, j'estime que tout écrivain, la liberté d'expression est importante, la liberté de créer d'expression est importante. Et bien évidemment, il me semble qu'un écrivain n'a rien à faire dans des geôles d'un État. Surtout un écrivain qui dénonce l'islamisme. Qu'il dénonce l'islamisme ou pas l'islamisme. Pour moi, la liberté d'expression est fondamentale. Donc vous demandez sa libération. Oui, bien sûr. Non, je vous dis ça parce que je n'avais pas entendu LFI sur cette question. On m'a interrogé l'autre jour, j'ai dit la même chose. Bon, d'accord, ok. Le député LFI, Hugo Bernalicis, a donc déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi supprimant le délit d'apologie de terrorisme, le transférant, le remettre dans le droit de la presse. C'est bien cela, hein, je ne dis pas de bêtises. Donc il s'agit de dépénaliser l'apologie du terrorisme? Non, il s'agit de le remettre là où il doit être, c'est-à-dire dans la loi la loi de 1881, la grande loi sur la liberté d'expression, qui permet justement que celle-ci ne soit jamais freinée par je ne sais quelle considération politique ou analyse politique d'un pouvoir quel qu'il soit.
Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à remettre en question ce qui a été fait en 2014, puisque l'ONU, il y a quelques jours, le 7 novembre, a produit une note parlant de dévoiement une commission des droits de l'homme de l'ONU. Oui, commission des droits de l'homme de l'ONU, mais il y a aussi une commission des droits de l'homme au niveau de l'Union européenne qui dit la même chose. Il y a aussi diverses instances qui s'alarment de la manière dont la liberté d'expression en France est est écartée en partie, et surtout la manière dont, à un moment donné, au nom de l'apologie du terrorisme, en réalité, on attaque liberté d'expression de syndicalistes, de partis politiques et autres. Oui. Donc, excusez-moi, et moi je tiens à l'état de droit. Voilà, moi je suis pas retaillot. Je ne relativise pas l'état de droit, c'est ça mon droit de fil. En plus, ça n'a aucune efficacité pour lutter contre le réel terrorisme, mais ça a une efficacité pour lutter contre les opposants politiques. Oui, Éric Coquerel, vous brandissez d'ailleurs le cas d'un, je crois, délégué CGT qui s'appelle Jean-Paul Delescaux, condamné à 1 an avec sursis en première instance pour avoir écrit, après le 7 octobre, les horreurs de l'occupation illégale reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Et dans le même tract, il condamnait le 7 octobre. Oui, je vous le dis parce que je vous ai entendu tout à l'heure, mais vous n'avez pas précisé. Non, mais il a écrit cela. Mais le tract CGT que vous nommez, est-ce que vous approuvez ce qu'il a écrit ? La question n'est pas... Mais attendez, la liberté d'expression... Oui. Il a le droit d'écrire cela ou pas ? Est-ce qu'il doit être condamné ou pas pour cela ? La liberté d'expression, c'est fait aussi pour, à certains moments, interpeller, choquer des gens, ne pas être d'accord avec telle ou telle analyse. D'accord ? Ceux qui, par exemple, estiment que le 7 octobre, tout en le condamnant de manière ferme, comme nous l'avons fait, et dans un contexte historique, qui est celle d'une guerre coloniale, qui est celle d'une guerre menée contre un peuple, et dont on voit bien aujourd'hui, après le 7 octobre, que ce contexte-là est évidemment prégnant, puisque Gaza est rasé, que la Cisjordanie est colonisée, que le Liban est attaqué. On voit bien que c'est un contexte qui n'est pas, j'allais dire, qui ne peut pas être réduit à une lutte contre le terroriste, ou comme par exemple nous luttions contre Al-Qaïda ou comme Daesh. C'est un tout autre problème. Ceux qui ont rappelé ce contexte, vous pouvez ne pas être d'accord, mais ils ont la liberté d'expression de pouvoir le faire, et ça ne veut pas dire qu'ils fassent l'apologie du terrorisme. Et c'est exactement ce que rappelle la note de l'ONU, c'est-à-dire que sous couvert de ça, en réalité, il y a une chape de plomb qui se fait sur tous ceux qui ne partagent pas la ligne officielle. On ne sait plus très bien si c'est la ligne officielle, parce que heureusement la France est quand même un peu revenue sur le droit inconditionnel d'Israël de se défendre. Et donc ça, c'est pas acceptable. La loi de 1880 permet 5 ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende si vous faites une apologie, si vous considérez. Dans la loi de 1880, l'apologie du terrorisme n'est pas inscrite. Mais c'est pareil, c'est pareil, Jean-Jacques Bourdin. C'est pareil. Crime contre l'humanité, crime de guerre. Écoutez, le juge Trévidic, qui voulait la loi de 2014 à un moment donné, il revient là-dessus en disant, le juge Trévidic, antiterroriste par LFI, revient sur ses paroles et dit nous avons été imprudents de quelque part mettre le droit commun en loi d'exception. Mais la question, la loi de 1880 fonctionne. Pourquoi ? Parce que sous le terme analogie de crime, bien évidemment, l'apologie du terrorisme et l'apologie du crime. Je vous dis que dans la loi de 1880. Je vous dis que si c'est votre opinion, laissez-moi avoir la mienne. Et c'est l'opinion de plusieurs juristes qui s'expriment depuis hier. Dans la loi de 1880, le mot terrorisme n'est pas employé. Jacques Toubon l'explique, et même Cazeneuve, celui qui est l'auteur en 2014 dans une déclaration reproduite par le Canard enchaîné, estime que du coup cette loi a été dévoyée et que ça va trop loin. Donc je vous le dis, moi je tiens l'état de droit à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, et je ne veux pas qu'au nom de la lutte contre l'apologie du terrorisme, en réalité, il s'agit de mettre devant des tribunaux la présidente d'un groupe à l'Assemblée nationale, un syndicaliste ailleurs, etc. Ils n'ont rien à y faire, ils ne font pas d'apologie du terrorisme, et j'allais dire que tous ceux qui vont dans ce sens-là m'inquiètent fortement sur la manière dont ils considèrent l'état de droit. Bien, je ne vais pas revenir sur les propos de ce syndicaliste, mais je vais revenir sur l'attitude et les propos d'un homme que vous avez côtoyé par hasard, Elias Imzalen, qui a appelé à l'intifada à Paris. Il était avec nous à Saint-Denis. Vous avez dit, moi je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est. Mais moi je voulais vous rappeler qui il est. Militant politico-religieux, la France mène une politique d'apartheid, de ségrégation ethno-confessionnelle. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit. On peut s'arrêter 2 minutes parce allez-y. Il avait fait référence à la déclaration. J'ai été interrogé sur lui, je l'ai dit. Je ne savais pas qui il était.
D'accord. Je ne sais pas qui était. Maintenant, je sais, je l'ai croisé dans les manifestations, j'ai vu son visage, je sais qu'il était. Voilà, c'était la réalité. Je ne savais pas qu'il était. Militant On me dit, est-ce que vous êtes d'accord? Je dis, est-ce que vous êtes d'accord? Non. On me dit, est-ce que vous êtes d'accord avec sa déclaration sur l'intifada à Paris? Je dis non, nous ne sommes pas en accord, absolument pas avec cette déclaration. Et on me dit après, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, j'explique qu'il m'arrive d'aller dans des manifestations sur des causes justes et de ne pas toujours être à côté de quelqu'un qui est de mes opinions. Donc j'ai cité M. Retailleau parce que je me suis retrouvé dans un meeting sur les Kurdes absolument nécessaire. M. Retailleau était à côté, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il était là. Ce monsieur dont vous parlez, c'était la même chose. Je n'ai même pas vu qu'il était derrière moi. Donc voilà comment j'ai répondu et je ne partage pas ces déclarations. Est-ce qu'il doit être poursuivi? Et ça, c'est à la justice de le dire. Oui, non mais d'accord. Mais non, mais attendez, vous êtes juge, vous êtes tribunal. Non, pas du tout. Mais vous non plus. Mais vous vous transformez en juge, pardon, lorsque vous dites. Vous êtes en train de m'interroger sur quelqu'un. Vous me parlez de ses déclarations. Je vous dis que je suis en désaccord avec lui. Est-ce qu'il doit être poursuivi? C'est à la justice de juger s'il doit être poursuivi ou pas. Si les faits qui lui sont reprochés suffisent à faire en sorte qu'il soit poursuivi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bien, voilà. Bien. Vous savez très bien, de toute façon, que cette proposition de loi n'aboutira pas. Elle ne sera pas votée et surtout, sera-t-elle inscrite? Mais c'est un problème. Ça montre une chose. Ça montre une chose, c'est que progressivement, les libertés publiques dans ce pays sont en train d'être restreintes. Et ça m'inquiète fortement que certaines personnes à gauche au week-end n'aient pas compris que c'était des batailles fondamentales sur lesquelles la gauche a toujours été du bon côté du manche. Voulez-vous abroger la loi dite contre le séparatisme? Bien évidemment. Vous voulez abroger la loi, bien sûr, cette loi le respect des principes de la République. Non, mais les principes de la République, la loi, là on va rentrer en quelques minutes dans des choses compliquées. Oui. Respecter les principes de la République, c'est la Constitution, c'est nécessaire. Cette loi est une de ces lois d'exception de plus qui ont été placées dans le droit commun, qui réprime davantage de manière très large, avec des propos très généralistes. Et aujourd'hui, on le voit parce que, par exemple, ça a servi plutôt à réprimer les associations, par exemple, écologistes, de l'écologie radicale, que je dis, elle en termes de lutte réelle et nécessaire contre le terrorisme. Donc je vous dis, oui, je pense qu'il faut l'abroger. Comment allez-vous faire? Moi, je ne considère pas... déposer une proposition de loi? Comment allez-vous faire pour l'abroger? Si on arrive au pouvoir, oui, nous abrogeons, ce serait très fort, bien évidemment. Donc il y a une accumulation depuis quelques temps. Vous abrogez la loi contre le délit de terrorisme, vous abrogez la loi d'exception contre le mais vous savez, la gauche a jamais été du côté des lois d'exception. On considère que l'état de droit, c'est savoir de se défendre. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, au moment où il y a eu toutes les attaques terroristes, que ça soit sur Charlie ou que ça soit sur le Bataclan, ceux qui l'ont fait ont estimé que ce qu'ils cherchaient, c'était une division dans le pays, c'est-à-dire que tout d'un coup, on pointe nos concitoyens de religion musulmane comme des ennemis de l'intérieur. Ça a tenu pendant très longtemps. Aujourd'hui, je trouve qu'à certains moments, et vous parlez de la loi séparatisme, ah oui, ça a tenu très longtemps. Vous pensez qu'aujourd'hui, bien sûr, qu'aujourd'hui, les musulmans sont tous considérés comme des islamistes? Non, je vous dis pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça a tenu pendant très longtemps, et je trouve que depuis quelques temps, notamment la loi séparatisme, à un moment donné, vous avez des déclarations de responsables politiques qui n'ont pas la sagesse des déclarations qu'il y a eu à ce moment-là pour désigner ce qui serait un ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire en réalité l'arabo-musulman. Je le dis, il suffit de regarder les déclarations, on ne va pas passer notre temps là-dessus. Ça, c'est la première chose. Donc la loi séparatisme fait par exemple partie de ce type de dispositif qui s'en prend des libertés publiques pour désigner un ennemi intérieur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose par rapport à ça, ces lois, c'est qu'elles ont toutes comme fonction, non pas d'améliorer, par exemple, la lutte antiterroriste. Là, c'est une question de moyens, c'est une question de moyens donnés à nos renseignements généraux, enfin, à ce qui s'appelle aujourd'hui, qui a changé de nom, bien évidemment, etc. C'est pas la façon de s'en prendre à la loi, parce que ce que cherchent justement ces gens-là, c'est le fait que nous, quelque part, nous transcrivions. Voilà, pardon, excusez-moi, nos principes démocratiques, nos principes d'état de droit. Donc, il faut surtout pas leur céder. Tout fait. Permet de parler de la dictature au nom de l'état de droit. J'ai une question quand même, puisque vous parlez d'ennemis de l'intérieur. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur? Je vous pose la question. Non, je ne vais pas vous répondre à cette question, Jacques Bourdin, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai eu trop tendance depuis d'un temps à savoir que derrière le mot islamiste, en réalité, c'est musulman.
Voilà. Et derrière le mais bien sûr, mais bien sûr, musulman. non, Oui, ça c'est sûr, c'est pas ce que je viens de vous dire. C'est que ceux qui utilisent la rhétorique que vous êtes en train d'utiliser et de concentrer l'interview sur ce sujet, pas du tout, parce vous faites peut-être la différence. Vous faites pas la différence. Vous justement. Et moi, je vous pose la question. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur? Qu'est-ce qu'un islamiste? C'est quelqu'un qui prône la charia. C'est quelqu'un qui prône la religion supérieure à l'état de droit et aux lois de la République. Donc vous êtes en train de m'expliquer un islamiste pour vous. Non, mais j'entends. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est un intégriste. D'accord. C'est un intégriste. Tous les intégristes, pour moi, c'est évidemment des adversaires politiques. C'est des adversaires politiques. Est-ce que ce sont des ennemis de l'intérieur? Mais c'est vous qui avez employé l'expression, c'est pas moi. Je vous dis que non. Jean-Jacques Bourdin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si. Je vous dis une chose, c'est que depuis quelques temps, on fait de l'arabo-musulman un ennemi de l'intérieur. C'est ce que certains font, c'est ce que certains imaginent, et notamment du côté du Rassemblement national qui a largement, j'allais dire, déteint malheureusement sur d'autres formations politiques. Voilà ce que je vous dis. Et on le fait au nom de la lutte contre l'islamisme, comme si aujourd'hui l'islamisme, comme si la vision intégriste d'une religion serait dominant chez nos compatriotes. Pourquoi ne faites-vous pas la différence entre un musulman qui respecte les lois de la République et un musulman islamiste qui ne les respecte pas? Je vous pose la question. Mais je vous réponds, je fais la même différence que, par exemple, entre un chrétien qui va avoir une vision très intégriste de sa religion et quelqu'un qui ne l'a pas. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Pour moi, c'est la loi de la République. Il y a des chrétiens intégristes, vous le savez. Par exemple, je vais vous citer des constitutions, autour de légation souvent pour faire, très souvent côté pointé, par exemple, pour je ne sais quel cours obscurantisme, même prenant, pourquoi pas, le retour à la royauté. Donc les intégristes existent. Les intégristes sont mes adversaires politiques, mais je ne sais pas trop ce que veut dire cet ennemi intérieur. Et ce qui me c'est vous qui avez employé l'expression, ce n'est pas moi. Non, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui font des arabo-musulmans des ennemis de l'intérieur, d'accord, à travers le vocable islamiste, comme si tous étaient en réalité des intégristes. C'est ça que je vous dis, c'est ça qui se développe. Ça fait partie de toute une rhétorique liée avec le choc des civilisations, et c'est ça qu'on essaye d'imposer en France. Je suis contre la division. Peut-être que vous l'avez, mais il y a des gens par rapport à vous utilisez un certain discours, une certaine langage qui fait qu'à certains moments, en réalité, vous pointez l'air du soupçon, l'air du suspect derrière toute personne, parce que comment vous reconnaissez un islamiste de quelqu'un qui justement va dans une mosquée? Expliquez-moi. C'est quoi son comportement? C'est à ses dires et son comportement au respect des lois de la République. S'il a un comportement qui enfreint les lois de la République, la justice est là. Bien. Dernière question. Est-ce que la France, si jamais Benjamin Netanyahou venait en France, ce qu'il ne se risquerait pas à faire à moins de sens, est-ce que la France devrait arrêter? Bien sûr, tout comme les dirigeants du Hamas d'ailleurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont qui sont sous le sceau par la Cour de justice internationale Cour pénale du fait d'être arrêtés, bien évidemment. Merci Éric Coquerel d'être venu nous voir ce matin à 8h56.